Ça y est, le gouvernement du Mali et les mouvements du Nord ont regagné aujourd'hui la table de négociation à Alger. La médiation entend proposer aux deux parties un document susceptible de servir d'avant-projet d'un accord global et définitif. Halte aux établissements touristiques en situation irrégulière, 70 d'entre eux sont fermés et une centaine connaîtront le même sort dans les jours à venir. Une réunion s'est tenue aujourd'hui autour du Premier ministre sur le sujet. Notre invité est Frédéric Oumar Kanouté, ancien attaquant des Aigles du Mali. Avec lui, nous ne parlons pas que de football. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Je vous le disais tout à l'heure, pour parler inclusif intermalien à Alger, la cérémonie solennelle de lancement de la troisième phase a eu lieu ce matin en présence de l'ensemble des parties concernées. Au cours de cette rencontre, la médiation entend proposer au gouvernement et aux groupes armés un document de synthèse susceptible de servir d'avant-projet d'un accord global et définitif. Cette troisième phase des pourparlers s'ouvre dans un contexte marqué par une recrudescence de l'insécurité au nord du pays, d'où l'urgence pour la communauté internationale d'avancer rapidement vers une solution négociée. Envoyé spécial à Alger, Idrissa Traoré, Yaya Konaté. Les délégations attendues à Alger pour cette troisième phase des pourparlers intermaliens ont enfin toutes pu regagner la capitale algérienne, permettant du coup la tenue ce mardi de la cérémonie inaugurale de ce troisième round de négociations. Celui qui verra l'équipe internationale de médiation présenter aux parties une synthèse de leurs offres de paix à travers un document que l'on considère ici comme un avant-projet d'accord global et définitif. Le document qui a été soumis aujourd'hui permet la réflexion des échanges. De cette réflexion, de ces échanges, nous irons vers une autre étape. Et cette étape-là sera l'étape réelle de la préparation vers un accord de paix, vers un accord. On n'y est pas encore, il faut être réaliste et il ne faut pas non plus précipiter les choses. Le document est une synthèse couvrant les grandes lignes qui ont été discutées, qui ont mérité des auditions, qui ont mérité des propositions de l'ensemble des parties. La médiation les a ramassées, en a fait une synthèse qui est loin d'être exhaustive, comme je vous l'ai dit, mais quand même qui permet d'avoir des éléments d'échange, de discussion, voire de négociation. Mais plus que l'accord, c'est bien le contexte dans lequel s'ouvrent les négociations qui préoccupent les acteurs. Elles interviennent en effet sur fond de suspicion après les affrontements entre communautés du Nord dans lesquels la coordination MNLA CUA-MAA pointe un doigt accusateur sur ce qu'elle appelle une milice pro-gouvernementale. Vu les événements qui se sont passés ces derniers temps sur le terrain, tout laisse malheureusement croire que le gouvernement malien étant à Bamako tire les ficelles d'une certaine insécurité émergente dans nos régions, raison pour laquelle on pose ces questions non seulement au gouvernement malien, mais aussi aux membres de la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui sont affiliés à l'armée malienne, qui sont dans une base de l'armée malienne, quittent une ville qui est sous contrôle de l'armée malienne pour venir attaquer les positions de la coordination. Et de l'autre côté aussi, on ne voit aucune condamnation ferme et réelle de la part du gouvernement. On ne voit pas aussi d'arguments en réalité qui prouvent que ces gens-là n'ont absolument rien à voir avec le gouvernement malien. Et on sait aussi que le gouvernement malien a une emprise sur ces derniers-là. On sait qu'ils travaillent tous pour l'armée malienne. Donc du coup, on a le plein droit aujourd'hui de se poser certaines questions par rapport à l'attitude même du gouvernement malien. Vous savez très bien comme moi que les soldats maliens, l'armée malienne n'est nullement impliquée dans les affrontements qui se tiennent et nous avons publiquement condamné ces affrontements et nous souhaitons que toutes les parties prenantes respectent les engagements qui ont été pris, y compris l'équipe de la coordination. Donc nous devons pouvoir vraiment se faire confiance et pouvoir avancer. Mais je réitère l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un processus politique pour pouvoir arriver à un accord. Par rapport aux affrontements, il paraît que c'est des milices pro-gouvernementales. D'abord, il n'existe pas de milices pro-gouvernementales. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui ont jugé utile à un moment donné, face à un vide sécuritaire, de devoir se défendre contre un certain nombre d'attaques. Et ce sont ces communautés qui se défendent par rapport à. Donc il est important pour nous que toutes les parties prenantes, que ce soit ces communautés ou d'autres groupes armés qui viennent les affronter, que tous ces affrontements cessent.
d'où qu'elles viennent. Le fond du problème, je pense que tout le monde a une idée. Il y a des frères qui ont pris les armes contre l'État, qui considèrent que ceux qui sont avec l'État doivent subir leur joug là où l'État n'est pas. Et que nous sommes des populations, nous sommes des communautés, on s'est respecté avant la création de ces États. Personne n'entend se faire dicter ce qu'il doit faire par son frère parce que l'État est parti. Avant la France, on était voisins, bien avant la création du Mali. En tant que république, on était voisins, on s'est respecté et on tient à ça. Aux affrontements entre communautés, il faut ajouter l'insécurité grandissante et les attaques terroristes contre les forces onusiennes. L'ONU qui a récemment tiré la sonnette d'alarme demandant aux groupes armés plus d'implication dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, je pense que les membres de la mission internationale qui sont présents sur le terrain collaborent avec nos forces pour justement essayer de sécuriser certaines villes dans lesquelles l'armée malienne n'est pas présente. Donc la coopération, elle est là. Maintenant, quant aux actes de ces terroristes-là, ils ne visent pas que les militaires internationaux, ils visent tout le monde. Ils visent le mouvement national de libération de l'Azawad ainsi que tous les mouvements membres de cette coordination-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il doit y avoir une coopération un peu plus accentuée pour contrer cette menace-là. Et cette coopération-là, elle ne peut être effective que si les membres même de la communauté internationale essayent d'apporter une réponse, c'est-à-dire à ce problème politique-là, afin que les forces militaires qui sont sur le terrain puissent éventuellement collaborer des forces et des vrais, afin de combattre ces ennemis de la paix. Les groupes armés font des déclarations, condamnent, mais après tout, c'est eux qui contrôlent le terrain. Alors qu'ils prouvent qu'ils contrôlent effectivement le terrain, qu'ils prouvent que les hommes et les femmes des différents contingents de pays contributeurs, que ces hommes et ces femmes peuvent travailler pour instaurer et maintenir un minimum d'état de droit dans cette région. S'ils contrôlent véritablement le terrain ou les régions, qu'ils le prouvent et que nous arrêtons de devoir compter tous les jours des victimes au niveau des troupes et des victimes au niveau des populations. Toutes ces situations, les différents intervenants, pays voisins, équipes de médiation, organisations internationales, les ont évoquées pour justifier l'urgence d'arriver à une solution négociée et rapide à la crise. Les parties maliennes s'y sont engagées et les échanges autour du document de compromis proposé par la médiation pouvaient commencer au cours d'une première séance à huis clos. La situation sur le terrain nous rappelle que le temps n'est pas avec nous. C'est ce qu'a déclaré à la tribune le ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale Abdoulaye Diop, a également salué les avancées accomplies depuis le début du processus d'Alger, propos recueillis par nos envoyés spéciaux que nous écoutons. Je voudrais aussi espérer, Monsieur le Président, que après les étapes décisives et les avancées que nous avons enregistrées depuis la signature de la feuille de route et lors de notre présent séjour ici à Alger, que l'étape que nous engageons ici, je fonde un espoir que nous puissions enregistrer des avancées significatives encore pour nous rapprocher d'un accord que nous souhaitons le plus vite possible. Plus vite possible parce qu'aujourd'hui, notre ennemi commun, c'est le temps. La situation sur le terrain nous rappelle que le temps, malheureusement, n'est pas avec nous. Et nous avons l'urgence aujourd'hui de répondre à une situation. L'urgence de nous donner la main pour travailler, pour apporter les réponses aujourd'hui qu'il faut sur le terrain, mais aussi travailler contre les ennemis de la paix, ceux qui œuvrent aujourd'hui pour que cette paix ne puisse pas se matérialiser. Nous devons être pleinement conscients de cette urgence, mais aussi de cette nécessité. Monsieur le Président, je voudrais aussi exprimer surtout notre préoccupation par rapport à la détérioration de la situation sur le terrain. Il est vrai que nous sommes dans un processus où nous devons marcher sur nos deux pieds. Le pied du dialogue politique, mais aussi le pied qui est sur le terrain pour apporter la sécurité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la recrudescence des attaques contre les forces internationales, des attaques terroristes et aussi des actes barbares contre les populations civiles doivent cesser. Et je voudrais saisir cette occasion pour réitérer et exprimer les condoléances et la douleur du gouvernement du Mali à tous les pays contributeurs de troupes, en particulier au Tchad, au Niger et au Sénégal qui ont récemment payé un prix fort pour la paix et la stabilité au Mali.
nous devons faire en sorte que ces vies humaines qui sont perdues ne soient pas vaines. À présent, la mobilisation des populations, les habitants des 9 communes du cercle de Kangaba ont organisé hier une marche de soutien au gouvernement résolument engagé pour une paix durable dans notre pays. Envoyés spéciaux à Kangaba, Fademba Keïta, Abdraman Keïta. Non à la partition du pays, au fédéralisme. Unissons-nous pour un Mali fort, prospère et souverain. Ce sont là quelques slogans brandis par les marcheurs. Une marche qui est partie de la place publique de Kangaba via la préfecture où un mémorandum a été remis aux représentants de l'État. Nous, population du cercle de Kangaba, par la présente marche, affirmons sans ambiguïté notre soutien indéfectible et inconditionnel à l'unité et à l'indivisibilité du Mali. Qu'aucune région ne puisse acquérir un statut spécial, quel qu'il soit, au détriment des autres régions. La population du Mandé manifeste ainsi son soutien à toutes les actions du gouvernement allant dans le sens de la paix et de la réconciliation définitive des parties en conflit. L'appel que j'ai à lancer, c'est que tout le Mali se mobilise derrière nos autorités. Nous sommes arrivés à un moment où il n'y a plus de Soreille, Peul, Bambara. C'est le Mali qui est en jeu et je souhaite que l'ensemble du peuple malien, à commencer par les jeunes, se lève autour des autorités maliennes pour que nous puissions aller de l'avant. Je me ferai le devoir de transmettre acquis des droits ces mémorandums, c'est-à-dire aux plus hautes autorités de notre pays, et remercier les initiateurs de cette marche pour réaffirmer encore l'adhésion de la population du cercle de Kangaba et la population du Mandé à la cause nationale. À Kangaba, les marchés restent tout de même optimistes car selon eux, les négociations en cours à Alger ne doivent en aucun cas violer le contenu de l'accord de Ouagadougou. Cet accord signé exclut d'office toute idée de partition, d'indépendance ou d'autonomie de cette portion du pays aujourd'hui source de conflit. La violation de ce protocole compromet dangereusement la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. D'où la vigilance de la communauté internationale sur les différents points objets de discussion à Alger. Sur un tout autre chapitre, on en parlait hier, 20e anniversaire de la création de l'Union économique monétaire ouest africaine à Ouagadougou. Le thème retenu était émoi, 20 ans, les voies d'un développement durable. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part aux festivités de cet anniversaire. Le film de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Dembawan. UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire, c'est le thème de ce 20e anniversaire qui a enregistré la présence de la quasi-totalité des chefs d'État des 8 pays de l'Union. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l'Union avait comme objectif de départ le rapprochement des peuples. Ayant atteint son premier objectif, d'autres missions et programmes se sont greffés à ces objectifs, d'où les nombreux chantiers réalisés ou en voie de l'être. L'UEMOA, c'est aussi une croissance économique de référence en Afrique. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable et le taux de croissance dans l'espace est passé en moyenne à 6% avec des pointes de 10% dans certains pays, même si le niveau des échanges intracommunautaires reste encore en deçà de 20%. En plus des réformes administratives et judiciaires, plusieurs chantiers de développement sont en cours avec un lobbying tout continent pour les réalisations. Le dernier en date est celui de Dubaï où les intentions de financement se sont chiffrées à plus de 10 000 milliards de francs CFA pour tous les secteurs de développement, aussi bien sous-régional que national. Le chemin de fer Dakar-Bamako-Ouaga, l'aménagement de 7 000 hectares de bas-fonds dans les 8 pays, une centrale photovoltaïque à Kati ou encore l'aménagement de Kandjourou à l'Office du Niger. Nonobstant, beaucoup de défis restent à relever, comme l'atteste le président du Conseil des ministres de l'UEMOA et le président du Burkina Faso. Défis qui seront relevés avec la volonté des peuples de l'Union et de leurs chefs d'État. En termes de défis, je voudrais en évoquer avec vous 6 principaux dont le relèvement permettra non seulement de renforcer les acquis de notre Union, mais surtout de lui donner l'impulsion nécessaire pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui.
le défi de la libre circulation des personnes, des biens et des services, sans oublier des capitaux, nous interpelle de manière particulière. En effet, c'est la résolution. C'est sa résolution qui donnera une âme à notre union. C'est la libre circulation des biens et singulièrement des personnes qui fera de notre union non seulement un espace économique, mais également et surtout consacrera l'union de nos peuples engagés dans le combat pour forger un destin commun. L'UEMOA, c'est plus de 100 millions d'habitants, donc un marché porteur pour les investisseurs internationaux. Les chefs d'État travaillent d'arrache-pied pour soutenir les programmes et politiques de développement de l'Union pour le bonheur de leur population. C'est un bilan positif à tous égards. Toutes ces routes, tous ces équipements dont l'objectif est de nous relier, que nous puissions commercer entre nous. Commerce, je veux dire, pas seulement matériel, mais commerce humain également. Et toute cette disponibilité dans l'hydraulique villageoise, pastorale, qui aide au quotidien des populations, ce sont des actes concrets qui sont là pour indiquer que cette intégration-là se fait par nos peuples et à leur profit. Et je pense que 20 ans après, on ne pouvait que nous féliciter. Nous avons également commencé des chantiers, notamment avec le Sénégal, et également avec la Guinée. On va faire en sorte qu'il y ait une normalisation pour que tous ces relais-là, tous ces réseaux-là se tiennent et s'enchevêtrent au plus grand profit de nos populations. Le projet phare dénommé PR2, Programme économique régional, et les différentes réformes en cours constitueront très certainement la fierté de l'organisation et le tremplin de l'Union au niveau international dans les prochaines années. Toujours à Ouagadougou, les chefs d'État ont fait don $1,5 million à titre de contribution dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola au profit de 3 pays touchés par la maladie. Le président béninois Thomas Boni Yahi au micro de nos envoyés spéciaux. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunis le 20 octobre 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso, à l'occasion de la cérémonie commémorative du 20e anniversaire de la création de l'Union. Sensible à la situation qui prévaut dans la région ouest-africaine à cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, expriment leur solidarité aux pays affectés et aux populations victimes, s'engagent aux côtés des pays touchés et de la communauté internationale en vue d'une mobilisation plus accrue pour venir en aide aux populations affectées par cette pandémie. Salue les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre cette maladie et l'exhorte à continuer de mobiliser les moyens nécessaires afin de limiter la propagation du virus et de trouver rapidement les remèdes en vue de l'éradication de cette maladie. Ont signé ou ont décidé d'allouer un montant de $1,500,000 aux pays concernés. Fait à Ouagadougou le 20 octobre 2014. Je vous remercie.
L'ère du bilan. En 20 ans d'existence, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait des avancées considérables. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine de l'énergie, des échanges intracommunautaires et de la santé. Pourtant, l'espoir est permis de voir émerger un nouvel ensemble plus homogène, plus solidaire et plus responsable. Le geste de l'UEMOA en faveur des pays touchés par la fièvre Ebola est des plus éloquents. Le point avec nos envoyés spéciaux Alousséni Touré et Sidi Modibo Dambélé. L'UEMOA a mobilisé la somme d'$1 million pour venir en aide aux pays de la sous-région victimes d'Ebola. Les chefs d'État présents à Ouagadougou dans le cadre du 20e anniversaire de l'Union ont décidé de mobiliser une ressource financière de l'ordre d'$1,5 million, soit à peu près 750 millions de francs CFA, en faveur des 3 pays touchés par la maladie. C'est une manifestation de solidarité qui est le socle même de la construction communautaire dans laquelle nous nous sommes engagés depuis une vingtaine d'années. La santé, c'est justement le secteur où l'UEMOA a entrepris une politique hardie. Depuis plus de 10 ans, nous menons des actions significatives dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de la réglementation pharmaceutique. La question du médicament est une question importante. Et certains ne sont même pas loin de penser que si nous ne prenons garde, le médicament peut représenter un problème de santé publique pour notre espace. Cependant, c'est dans le domaine de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux que les avancées ne sont pas à hauteur de souhait. Il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de difficultés parce que la libre circulation des personnes et des biens souffre d'un certain nombre d'entraves aujourd'hui et beaucoup de gens, les populations nous reprochent de constater de façon impuissante à toutes les tracasseries que nous observons au niveau de nos frontières. Dans le domaine de la libre circulation, ces tracasseries sont le fait de nos administrations à nous, les administrations de nos différents États. Selon le président béninois, l'énergie est pour un pays ce qu'est le sang pour l'organisme. Les politiques en la matière sont au stade de démarrage. Le déficit énergétique dans notre région est chronique. 17% de nos populations ont accès à l'énergie. Donc entre 17 et 100%, vous voyez bien la différence. Alors nous avons fait un diagnostic en 2009 et nous avons lancé une initiative régionale qu'on appelle l'IRED. Tout le monde connaît maintenant l'IRED. C'est plus à présenter l'IRED. Mais le but, c'est de faire en sorte que, de manière structurante, nous définissons des pôles de production et que nous organisons les interconnexions entre les États, où les pays qui ont des potentialités comme la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le gaz, comme le charbon du Niger, comme tout ce qui est hydraulique autour du Sénégal et de la Guinée, puissent fournir les eaux. Et c'est le programme là qui est en fait le cœur de l'initiative régionale, qui est déjà le cœur du programme WAP, qui est le programme de l'Afrique de l'Ouest. En somme, beaucoup d'avancées et autant de défis à relever pour l'UEMOA. Retour à l'actualité nationale, le village d'enfants Sakina, dont le promoteur n'est autre que l'ancien attaquant des Aigles du Mali, Frédéric Oumar Kanouté, dispose désormais d'une école. L'infrastructure estimée à 350 millions de francs CFA est un geste de l'ONG Qatar Charity qui soutient l'initiative de Frédéric Oumar Kanouté en vue de réussir l'éducation des enfants orphelins et démunis. La cérémonie d'inauguration de l'école a eu lieu ce matin dans la commune rurale de Ngabakoro-Droit et c'était en présence de notre reporter Al Jumatina. Créé il y a quelques années par l'ancien international malien Frédéric Kanouté, le village d'enfants Sakina dans la commune rurale de Ngabakoro-Droit dispose désormais d'une école. Cette infrastructure de taille, composée de 18 classes, d'une administration, d'une bibliothèque entre autres, est une œuvre de Qatar Charity pour accompagner la Fondation Frédéric Kanouté dans le cadre de l'éducation des enfants orphelins et démunis. La charité intervient dans des domaines de développement. Parmi ces domaines, il y a le domaine sanitaire, domaine social, domaine d'assainissement, domaine des AGR, c'est-à-dire pour essayer de bien supporter les familles pauvres et le parrainage, bien sûr, des orphelins et des handicaps et les nécessités. Le village d'enfants Sakina est une institution privée d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'hébergement pour enfants vulnérables. À cet effet, en le dotant d'écoles, c'est l'avenir des milliers d'enfants qui est garanti, l'éducation étant la voie du développement. Le gouvernement, malgré les contraintes et les difficultés, ne ménage aucun effort pour l'épanouissement des enfants en République du Mali. C'est pour cette raison
que nous encourageons, nous appuyons et nous accompagnons toute initiative. Ce village d'enfants ne saurait être complet et exercer son plein potentiel sans la présence d'une école. Effectivement, si nous voulons vraiment le bien de nos enfants, nous devons leur dispenser un enseignement de qualité et équilibré. Ne le voyons pas simplement comme une option, mais comme un devoir que nous avons envers eux et un droit qu'ils ont envers nous. Désormais ambassadeur des Aigles du Mali, Frédéric Kanouté entend apporter sa pierre à l'édification de son pays. Voilà, Frédéric Oumar Kanouté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes une star du football connue sur le gazon. Aujourd'hui, vous jouez un autre ballon. Il s'agit du ballon de l'humanitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé sur ce terrain-là? Oui, bon, un ballon encore plus important, je dirais. Et ça fait plusieurs années, même quand j'étais encore en activité. Donc, j'ai lancé, et donc je suis... disons, initiateur de ce projet Sakina, qui est le projet principal, on va dire, de la Fondation Kanouté. Donc, la fondation, les activités vraiment de la Fondation Kanouté au Mali a commencé en 2007 et nous avons inauguré le village d'enfants Sakina en 2011. Et bon, ce matin, grâce à Dieu, nous avons pu vraiment inaugurer une autre phase de ce village qui était l'école, grâce à un don très généreux de Qatar Charity, qui a fait don de cette école. Voilà, Frédéric, Sakina, c'est quoi? Comment l'idée est venue? Je me rappelle, ça date de très longtemps, mais pour résumer un peu, ça fait vraiment au moins une quinzaine d'années que je réfléchissais à un moyen de pouvoir aider mon pays d'origine et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de l'organiser en tant que village pour pouvoir vraiment m'attaquer à tous les fléaux qui peuvent toucher spécialement l'enfance malienne. Et donc en l'organisant en village, nous avons pu vraiment avoir ces différentes phases, nous occupant de l'hébergement, de la santé. Nous avons inauguré aussi l'année dernière le centre de santé et puis aujourd'hui nous avons pu inaugurer l'école. Donc en fait l'idée c'est d'avoir vraiment un soutien inclusif dans ce village pour pouvoir prendre en charge ces enfants orphelins de la meilleure manière. Mais comment se fait la sélection au niveau de cette infrastructure, de cette structure? Souvent c'est des parents ou des familles vraiment démunis qui viennent faire une demande et donc après nous devons analyser la situation. Bien sûr, tout le monde ne peut pas rentrer. Malheureusement, nous voudrions pouvoir prendre en charge plus d'enfants, mais tout cela a un coût aussi. Mais bon, nous analysons chaque détail et chaque dossier des parents qui veulent nous laisser leurs enfants. Nous avons aussi récupéré quelques enfants de la pouponnière. Donc voilà, nous essayons de faire le maximum. Nous sommes aussi à la recherche de partenaires. J'aimerais vraiment insister sur le fait que ce projet n'est pas le projet exclusif de Kanouté. Sinon, c'est un projet que les Maliens et les Maliennes doivent s'approprier. Donc, ils doivent aussi faire l'effort de nous soutenir. Et comme ce matin, je remercie le gouvernement d'avoir envoyé ses représentants à travers les différents ministères. Et les localités, aussi les autorités locales ont été présentes et ça a été un vrai succès. Et j'espère qu'à l'avenir, les gens s'impliqueront vraiment dans la vie de ce village. C'est ça, ce village est donc sur place, disponible, mais nous constatons que souvent c'est le suivi qui fait problème. Est-ce que vous serez regardant par rapport à cette question-là? Oui, bon, déjà personnellement, je viens régulièrement ici au Mali. Maintenant, j'ai pris ma retraite footballistique, on va dire. On va en parler bientôt. Voilà, donc j'ai plus l'occasion de venir ici au Mali. Et vraiment, le suivi, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que nous voulons vraiment y aller de manière exponentielle, on va dire. On ne veut pas prendre trop d'enfants d'un coup, puisque nous ne voulons pas simplement... disons, emmagasiner un nombre d'enfants très conséquent et ne pas pouvoir assumer leur éducation, par exemple, et leur prise en charge. Donc, nous y allons progressivement et c'est pour ça que nous avons besoin vraiment du concours de tout le monde. Et le suivi est vraiment la pierre angulaire de notre village. Nous voulons vraiment faire attention à la manière dont on les prend en charge et qu'ils aient, par exemple, la santé qui soit prise en charge aussi et aussi et surtout l'éducation qui est vraiment
vraiment un point important de notre philosophie. Voilà, nous savons que le pays est vaste, les besoins sont énormes. Après, en tout cas, cette initiative à Ngabakoro-Droit, vous avez d'autres idées toujours dans l'action humanitaire? Oui, déjà, rien qu'avec ce village, on est très 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 occupé, et c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est vraiment un travail collégial, et j'appelle aussi aux autorités et aussi vraiment aux entreprises, même pourquoi pas privées, de pouvoir faire des partenariats avec nous pour nous aider aussi à prendre en charge nos jeunes enfants, car tout seul on ne peut rien faire. Mais bien sûr, le chantier est très ample, mais avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, on pourra faire de belles choses ici, Inch'Allah. Kanouté, difficile de vous avoir sur ce plateau sans parler de football. Alors, nous savons que vous êtes ambassadeur du football malien. Quel rôle vous jouez exactement? C'est vrai que la fédération a fait appel à moi pour pouvoir aider un petit peu le football malien. Je pense qu'ils ont pris en compte mon expérience européenne, mais aussi et surtout mon expérience avec les Aigles. Et je pense que c'est une belle manière de pouvoir redonner au football malien ce qu'il m'a donné. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, parmi les tâches qui m'incombent, c'est vrai que c'est de supporter un peu les jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe et leur faire profiter un peu de notre expérience. Il y a aussi des anciens joueurs qui sont toujours dans cette équipe, comme Seydou Keita. Et donc, c'est vrai que nous discutons beaucoup, nous deux, personnellement, mais aussi avec la fédération, aussi avec le ministère des Sports. Donc, nous espérons vraiment apporter tous les outils vraiment à ces jeunes joueurs pour qu'ils aident au développement du football au Mali et qu'ils remportent quelque chose, Inch'Allah. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez à la chance de qualification des Aigles du Mali pour la CAN 2015? Oui, j'y crois. Je pense que tout le monde a été déçu par rapport au dernier match ici à Bamako, mais je pense qu'il faut rester un petit peu calme puisque la prestation des Aigles a été plutôt satisfaisante. Malheureusement, le football est ainsi fait et je pense que s'il continue à jouer comme ça, en réglant quelques petits défauts, je pense qu'elle peut se qualifier derrière l'Algérie, Inch'Allah. Vous avez envie souvent de monter sur le terrain jouer avec... Oui, c'est vrai que j'ai pris ma retraite il y a peu de cela, donc c'est vrai que des fois j'ai les jambes j'ai des fourmis dans les jambes, comme on dit, mais maintenant j'essaye de donner mon expérience vraiment à la génération qui suit, quoi. Parlant toujours de la CAN 2015 avec le virus Ebola qui sévit dans certains pays africains, en tout cas la CAN 2015 cherche preneur. Est-ce que cela peut affecter les joueurs s'ils ne savent pas où exactement il faut jouer, dans quel pays? Je pense que les joueurs doivent se concentrer sur la qualification. Avant de parler où la Coupe d'Afrique va se dérouler, il faut se qualifier. Donc je pense que c'est la responsabilité du football malien en général et des joueurs surtout, ainsi que du staff, de se concentrer vraiment sur le terrain. Il reste 2 matchs, le Malawi et l'Algérie ici à domicile, et je pense qu'il y a des points à prendre et j'espère que l'équipe se qualifiera, Inch'Allah. Dernier mot, vous avez suivi l'actualité, vous suivez l'actualité nationale avec ces pourparlers qui se passent en Algérie avec le gouvernement et les mouvements du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un appel? Oui, j'ai un appel à faire par rapport à l'unité vraiment du Mali. Je pense qu'on a entendu plusieurs témoignages comme quoi le Mali est indivisible et je souhaite vraiment qu'il y ait des efforts qui soient faits de toutes parts pour qu'on puisse accéder à la paix et à une paix surtout durable. Et donc, que Dieu donne la paix à ce pays et que tout le monde marche main dans la main pour donner toute sa force au Mali. Merci Frédéric Oumar Kanouté. Je rappelle que vous étiez l'invité de ce journal. Merci d'être venu sur notre plateau. Établissements touristiques en situation irrégulière, 70 d'entre eux sont fermés. Une centaine connaîtront le même sort dans les jours à venir. C'est ce qui ressort de la réunion entre le Premier ministre, les maires des communes de Bamako et les responsables du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Cette décision vise à assainir le secteur du tourisme au Mali. Reportage Mohamed Diarra. Coup de balai dans le monde des établissements de tourisme évoluant dans l'illégalité.
3 mois après la première rencontre sur le sujet, le Premier ministre rencontre les acteurs pour faire le point des instructions qu'il avait données en juillet dernier. Un premier inventaire de l'OMATO révèle que plus de 7% des 967 établissements de tourisme de Bamako n'ont pas d'agrément. Près de 16% d'entre eux sont à proximité des maisons habitées. Quel sera le sort de ce type d'établissement? Sur l'instruction du Premier ministre, nous nous verrons dans l'obligation de fermer tous les établissements qui sont entre les maisons d'habitation pour des problèmes de nuisance. Dans la même veine, le Premier ministre nous a instruit de voir comment évaluer le décret 06-340 du 10 août et voir effectivement si on peut faire des modifications pour que ces établissements puissent fonctionner normalement. Ce n'est pas tout. Sur les 967 établissements de tourisme répertoriés, 68 sont à proximité des lieux de culte. Pour le moment, rien n'a été dit sur la fermeture de cette catégorie d'établissements. Nous allons travailler avec la société civile, c'est-à-dire les religieux et toutes les associations religieuses, voir effectivement comment résoudre ce problème-là. Outre les religieux, les intervenants ont souhaité élargir la réunion à la société civile, aux médiateurs de la République et aux représentants du ministère de la Justice. Le chef de gouvernement a instruit de purger de ces insuffisances le décret portant réglementation de l'agrément et de l'exploitation des établissements de tourisme. Les établissements de tourisme en situation irrégulière pourront être fermés sur l'ensemble du territoire. La finalité de cet exercice, c'est pour que les établissements de tourisme puissent fonctionner dans la légalité. Les collectivités locales et l'OMATO entendent donc travailler ensemble, comme l'a souhaité le Premier ministre, pour redorer l'image du secteur du tourisme au Mali. Série d'audiences au Conseil économique, social et culturel. Ce matin, le président Djamil Bitar a reçu le nouvel ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO et du bureau de l'ordre des notaires, Ibrahim Tchokari, compte rendu. Première personnalité à être reçue, Dr Oumar Keïta, le nouvel ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO. Dr Oumar Keïta est venu prendre conseil auprès du président Bitar. Ces conseils ont été très très précieux. Il m'a parlé de la culture. Donc tout le monde sait que la culture maintenant est un facteur constituant du développement social, économique. Il a montré l'intérêt que le Conseil économique social a pour l'UNESCO, parce que lui-même il est d'une culture d'entreprise, mais en même temps il sait que l'UNESCO doit jouer un rôle quand même très politique et rendre visibles les actions que le Mali peut faire dans le monde. Deuxième audience. Elle est accordée au bureau de l'ordre des notaires, conduit par son président. Ils sont venus partager leur vision avec le Conseil économique, social et culturel. L'appui que nous attendons de la part du président par rapport à tout ce qui touche le notariat. Nous avons discuté de l'ensemble des problèmes qui touchent la profession de notaire en République du Mali. Nous attendons de cette institution un appui. Nous avons discuté avec lui, nous avons dit nos attentes. Essentiellement, nous voulons donner plus de visibilité à la profession. Les membres du bureau du club Alioum Blondembey ont été reçus à leur tour par le président du Conseil économique, social et culturel. Les échanges ont porté sur la sécurité et le retour de la paix dans le septentrion, mais également sur l'appui conseil. Dernière audience, celle accordée aux membres du mouvement de la jeunesse pour le développement. Notre entretien d'aujourd'hui a porté essentiellement sur deux points principaux. D'abord, c'est par rapport aux activités que notre association a entreprises dans le cadre de sensibilisation et l'éducation citoyenne de la jeunesse malienne par rapport à ses droits et ses devoirs. Et la deuxième chose, c'est le partenariat que nous comptons créer entre notre association et le Conseil social, économique et culturel du Mali. Cette journée du président du Conseil économique, social et culturel a été bien chargée. Bamako aura bientôt son 4e pont. En tout cas, les études de faisabilité vont commencer dans un proche avenir. C'est dans cet esprit que le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a visité cet après-midi le site devant accueillir le futur ouvrage. Ce pont sera construit entre Bako Djikroni et Djikroni Para. Reportage Daouda Sidiki Diara.
Une fois réalisé, le 4e pont de Bamako sera un symbole fort de l'amitié entre le Mali et la République populaire de Chine. Le futur ouvrage d'affranchissement qui va s'ajouter aux 3 autres ponts sera construit entre Djikoroune-Para et Bako-Djikorouni, ce qui sera un véritable cordon ombilical entre les quartiers riverains. Ce 4e pont permet de décongestionner complètement l'accès urbain dans toute la ville de Bamako. C'est un pont que nous voulons avoir, un pont futuriste. Un pont qui intègre l'ensemble des volets socio-économiques. Ce pont, nous voulons que ça soit vraiment un pont qui prend en compte les erreurs sur les 3 autres ponts ou même améliorer ce qui existe sur les autres ponts. Nous sommes en train de faire cette visite du site, comme vous le voyez. Ça permet de relier cette partie directement à l'aéroport sans passer à l'intérieur de la ville de Bamako. Il y a très longtemps, où le besoin d'avoir un pont du côté de Sébené-Koro a toujours été dans les discours, populaires en tout cas. Si aujourd'hui on a l'opportunité de venir visiter un site pour dire qu'on va y réaliser le pont, on ne peut que s'en féliciter, se réjouir. Ce projet vient à point parce que c'est le problème réel aujourd'hui. Aujourd'hui, pour traverser Bamako d'une rive à une autre, souvent c'est un parcours de combattants. Je pense que c'est un projet réel qui tombe à point nommé. Ce pont sera distant de 900 mètres avec des raccordements en 2 fois 3 voies et sera relié à la voie des 30 mètres allant vers l'aéroport et la Tour d'Afrique côté rive droite. À Djikorouni, le pont sera relié à la RN5 qui va vers Sébené-Koro. Pour le confort des concitoyens, il faut nécessairement un sacrifice. Et il faut un sacrifice de tous. Je ne pense pas que ce soit vraiment trop demandé afin que cette réalisation peut-être puisse voir le jour. Si ça ne dépend effectivement que de ça, ensemble, nous essayerons effectivement de voir quelles sont les voies, quels sont les moyens, quel dialogue il faut vraiment faire avec les populations pour que l'ouvrage puisse voir le jour. Aux heures de pointe, c'est rendre de Kalabankoro au pont Fade relève du parcours des combattants. Ce futur ouvrage sera source de soulagement pour les populations. Quel parlement pour le Mali face aux défis que le pays traverse? C'est autour de cette question que s'est ouverte ce matin à Séléngué la retraite stratégique de développement institutionnel de l'Assemblée nationale, organisée par le NDI en collaboration avec le PNUD. Cet atelier de 4 jours constitue une opportunité pour les députés d'exprimer leurs préoccupations relatives au travail parlementaire. Reportage Tiemogo Sagara. L'Assemblée nationale du Mali est confrontée à une nouvelle situation liée à la crise politico-sécuritaire et aux réformes majeures en cours dans notre pays. Ceci appelle à l'élaboration d'un plan de développement institutionnel pour la durée de son mandat. C'est ce qui explique l'organisation de cette retraite par le NDI à Séléngué. Le thème retenu est « Quel Parlement pour le Mali face aux défis que le pays traverse ?» L'objectif général de cette retraite de Séléngué, comme vous le savez déjà, est de contribuer à soutenir l'ouverture démocratique du Parlement malien à travers l'élaboration d'un plan stratégique qui sera l'outil essentiel de son développement institutionnel pour la durée de la législature et les mandats à venir. Pour atteindre leurs objectifs, les participants suivront 3 communications relatives à la mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel de l'Assemblée nationale, les normes internationales, l'intégration du genre dans la planification stratégique, la vision et les missions de l'Assemblée nationale. Elle constitue sans nul doute une opportunité pour les députés d'exprimer leurs préoccupations relatives au travail parlementaire, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances qui vont certainement les aider à renforcer leurs capacités afin de mieux s'atteler à leur fonction de parlementaire. Je reste convaincu que le plan de développement institutionnel, qui sera la finalité de la présente retraite, permettra à l'Assemblée nationale du Mali de renforcer son dispositif institutionnel afin de faire face aux défis du moment que sont la réconciliation nationale et les réformes politiques et institutionnelles majeures qui sont en cours dans notre pays. Le PNUD et ses partenaires ont l'intention de continuer leur appui au Parlement. On n'adhère même pas le choix parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays et vouloir travailler sur le domaine de la gouvernance, la consolidation de la démocratie et ne pas travailler avec le Parlement. L'atelier regroupe des députés, les responsables des 4 directions, à savoir législative, communication, finances et relations internationales de l'Assemblée nationale, ainsi que le réseau des femmes parlementaires.
Le club des démocrates exprime son soutien total au gouvernement malien pour le processus des négociations engagées en Algérie entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord et souhaite que ces discussions aboutissent à des solutions consensuelles définitives permettant ainsi à l'État malien d'exercer pleinement son pouvoir sur l'étendue du territoire national. La 19e conférence plénipotentiaire de l'Union internationale des télécommunications se poursuit à Busan en Corée du Sud. Ce matin, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication s'est exprimé devant les participants. Mahamadou Camara a présenté la politique et la vision du gouvernement dans le domaine des TIC. Le ministre Camara a mis un accent particulier sur la stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique intitulée Plan Mali numérique 2020. Nous l'écoutons au micro notre envoyé spécial Ibrahima Traoré. La vision prônée à travers ce plan est de faire du numérique un vecteur de développement social, mais aussi une source de productivité et de valeur ajoutée pour les entreprises et pour l'administration publique. En dehors des investissements effectués par l'État et les opérateurs privés pour construire plus de 6000 km de fibres optiques qui permettent au Mali d'être connecté en large bande avec 4 de ses 7 voisins que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal, le gouvernement a poursuivi, en partenariat avec des institutions techniques et financières, la réalisation de plus de 3000 km de fibres optiques supplémentaires. Ces installations sont accompagnées d'applications, notamment sécuritaires, qui visent à garantir la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, et ainsi de mieux faire face à la menace terroriste qui est aujourd'hui devenue mondiale. Il faut donc que nous œuvrions tous ensemble à faire des TIC un outil pour contrer ces menaces, sachant que ceux qui se réclament de cette idéologie terroriste utilisent eux-mêmes les TIC. Depuis 1960, le Mali participe aux travaux de l'UIT. Tout au long de ces années, mon pays a contribué et soutenu l'élaboration des différentes stratégies et politiques de l'Union. Nous réaffirmons notre ferme volonté de continuer dans cette voie et nous comptons sur votre concours à tous pour soutenir la candidature du Mali à la prochaine élection. Suite au préavis de grève déposé par le bureau exécutif de l'UNTM et dans le cadre de la reprise des négociations avec le patronat et le gouvernement, le bureau exécutif de l'UNTM s'insurge contre la communication du gouvernement à la télévision nationale relative en son mémoire et en défense sur certains points du préavis. Cette communication est de nature à créer la confusion dans l'esprit des travailleurs alors que le processus de négociation suit son cours devrait être sanctionné à terme sur un accord ou un désaccord. À cet effet, la centrale syndicale de l'UNTM invite ses militants, sympathisants et tous ses partenaires à rester mobilisés et vigilants quant à l'issue des négociations. Tenue de la 5e session du conseil d'administration du centre de formation pour le développement, à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du procès-verbal de la 4e session ordinaire 2012 et du budget 2014. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Cette 5e session ordinaire du conseil d'administration du centre de formation pour le développement CFD accuse un léger retard dû en partie à la crise survenue dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, la structure affiche de bons résultats selon la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances, Sidibé Zamilatou Sissé. Au cours de l'année 2013, sur les 30 activités prévues, le centre en a exécuté 25. Soit un taux de réalisation de 83,33%. 35 activités de formation, dont 27 initiées par le centre, ont été exécutées. Ces formations ont permis de former 931 cadres, dont 910 du secteur public et 21 du secteur privé. Donc on peut estimer que le niveau de réalisation est appréciable. Le budget 2013 des charges est exécuté à hauteur de 76,59%, celui des investissements à 88% et celui des produits à 102%. Le centre de formation pour le développement est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Son principal objectif est de permettre à ses clients d'être en contact direct avec des experts du développement au niveau local, régional et international. Ceci par le biais de la formation à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication. Le CFD est membre de l'Association africaine des centres d'enseignement à distance qui compte 15 structures similaires en Afrique subsaharienne.
Le ministre du Développement rural a visité hier les périmètres agricoles BG et H à Manantali et Maïna en première région. Au niveau de ces périmètres, l'état végétatif du riz est assez satisfaisant. Après les marchés à bétail de Bamaflé et de Bafoulabé, le ministre a aussi visité le chantier de la piste rurale de Selekeni, Oussoubi Djandjan, Siratigi Traoré, Abdul Salam Bambara, compte rendu. Cette deuxième journée de la visite du ministre du Développement rural a concerné les réalisations de l'ADRS, l'Agence de développement rural du bassin du fleuve Sénégal, et du PADEPA, KS, projet d'appui au développement des productions animales, CAI Sud. Premier cap de la visite, le périmètre B à Manantali et celui GH à Maïna. Au périmètre B, le ministre traita n'est pas à son premier tour. Si à la première visite, il a déploré le tableau sombre des réalisations, pour ce tour, les cultures sont à hauteur de souhait. Je note que depuis un an, les choses ont fondamentalement changé pour le périmètre B et a suffisamment aussi changé pour le périmètre GH. Et je profite pour féliciter l'équipe pour le travail qui a été fait. À mon passage, j'avais regretté que pour 7 milliards investis dans un périmètre comme celui du B, on avait le sentiment qu'on était dans une broussaille. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des cultures, de très belles cultures d'ailleurs. Il y a des canaux très propres, de l'eau d'irrigation qui circule dans les meilleures conditions, et on sent bien la confiance renouvelée entre l'encadrement et les bénéficiaires, les producteurs. L'objectif de l'ADRS est d'aménager au total plus de 880 hectares. Quant au PADEPA KS, il table sur la construction de 165 km de pistes rurales. Dans ce cadre, des efforts restent à faire. Pour le ministre du Développement rural, le cadre logique du projet n'a pas été maîtrisé et les objectifs stratégiques mal déclinés. Mais pour lui, ces problèmes peuvent trouver leur solution dans le renforcement des capacités des agents. J'ai aussi instruit au nouveau coordinateur et dans la relecture de l'organigramme en vue du renforcement des compétences, de clarifier les missions de chacun, en vue vraiment donc de mieux formuler les contrats de performance de chaque agent. Rappelons que la mission a aussi visité le marché à bétail de Bamaflé en chantier et celui de Bafoulabé doté déjà de zébus morts. Monde rural, toujours le réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, RECAO, tient un atelier d'information et de concertation sur le processus de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel. L'objectif visé par le réseau est d'harmoniser les politiques agricoles de la CEDEAO et de l'UEMOA. Compte rendu, Lamine Keïta. Le programme Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest veut apporter une réponse pragmatique aux fréquentes crises alimentaires dans le Sahel. Le sujet qui nous réunit ce matin est le programme AGIR, Alliance globale pour la résilience, Sahel et Afrique de l'Ouest. Ce programme nourrit de grandes ambitions pour nos populations. En s'attaquant à la précarité des familles et des ménages ruraux et urbains, AGIR veut apporter une réponse pragmatique aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes de notre région. C'est un atelier important pour la PECAM parce que je pense que ça va prendre beaucoup de problèmes qui est l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'environnement. C'est important parce qu'on est en train de préparer un projet qui va aider les pauvres producteurs. Face à la récurrente crise alimentaire au Sahel, les réseaux, à travers le processus Alliance globale pour la résilience au Sahel, est une réponse. Je voudrais donc vous féliciter pour la pertinence des missions et des objectifs que vous êtes assignés et vous exhorter à œuvrer avec plus d'ardeur et de persévérance pour le bien-être et le bonheur de nos populations rurales dont les conditions de vie sont marquées par la précarité. Nous devons ensemble œuvrer pour inverser définitivement cette tendance négative qui est en contradiction notoire avec les potentialités socio-économiques dont regorgent nos pays.
Autre activité similaire en 5e région, l'ONG AFAR a procédé à Soufoulaye au lancement du projet Résilience FAO 2014 intitulé Assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao par la restauration de leur productivité. Au total, ce sont 2000 ménages des cercles de Mopti, Tenenkou, Yuaru et Douanza qui sont ciblés par les activités multiformes du projet d'un coût global de plus de 34 millions de francs CFA. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Le projet de résilience dit assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao par la restauration de leur productivité agro-aquacole et l'amélioration de la sécurité alimentaire est une réponse appropriée en faveur de 2000 ménages pour la région de Mopti. Il est estampillé FAO Mali et exécuté par l'ONG Action pour la formation et l'autopromotion rurale AFAR Mopti. Le projet dont nous venons procéder au lancement a coûté pour la FAO un financement japonais 34 790 000 francs pour une période d'exécution de 7 mois. Ce projet va couvrir essentiellement 3 volets. Un volet agriculture qui va prendre des cultures sèches, mil, sorgho, maïs et autres, et un volet maraîchage. Le 3e volet va concerner l'aquaculture. Ça rentre dans le cadre global d'une réponse de tous les systèmes des Nations Unies aux populations vulnérables, vu l'expérience des AFAR. Le dit projet vient appuyer les efforts des autorités du Mali dans la relance des activités de développement suite à la crise que le pays a connue. Au total, 2000 ménages vulnérables, soit 1400 personnes, donc 44% de femmes et 18% d'enfants, verront leur sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée, ainsi que leur capacité de résilience face à la crise humanitaire. Les activités multiformes du projet Résilience FAO 2014 concernent 8 communes des cercles de Mopti, Tenenkou, Yuaru et Douanza. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la marraine de la semaine des personnes handicapées à Koutiala, Berté Aïssata Bengali, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, était ce dimanche au centre de formation des personnes handicapées et sur le chantier du nouveau site pour apporter encouragement et appui. C'est ce que nous dit Sekou Konaté. En se rendant ce dimanche matin au centre de formation en coupe et couture et autres métiers des personnes handicapées de Koutiala, la marraine de la semaine des personnes handicapées veut s'enquérir des conditions d'apprentissage de ces personnes vulnérables. C'est une priorité pour le gouvernement. C'est pourquoi il y a toujours une semaine des personnes handicapées. Il faut signaler que ces personnes frappées de handicap travaillent aujourd'hui dans un espace étroit par rapport au métier enseigné. Mais déjà, grâce à un partenariat avec une ONG allemande, APA Mali, une solution est en train d'être trouvée, puisque le nouveau site qui a reçu la visite du ministre est déjà à 40% de taux de réalisation. L'appel que je lance au Koutialais, à tout le monde, vous voyez, c'est un financement parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse tout à l'État. Les moyens de l'État aussi sont limités. Il faudrait que les gens cherchent à avoir d'autres sources de financement. Vous avez vu, c'est un grand chantier et qui a évalué à peu près à 60 millions. Une visite fortement appréciée par les membres de l'association. C'est pour nous aujourd'hui un réel plaisir, une grande joie de recevoir Madame sur notre chantier. Je suis tellement très satisfait que les mots me manquent pour apprécier cette visite-là. Bon, une semaine des handicapés, c'est très important. Ça veut dire que tout le Mali doit aider les handicapés. Et la ministre de remettre une enveloppe symbolique comme appui avant d'annoncer l'arrivée très prochaine de tricycles pour les handicapés de Koutiala. Activité politique. Après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats de SADI et du RP2M. Et puis le président du Conseil national de l'égal accès, du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mercredi 22 octobre 2014 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, M. Zanga Gouita, Kodem, et 9h30, M. Mamadou Traoré, U2D. C'est tout pour ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, une présentation de Khadija Toukone. Mais tout à l'heure, le journal télévisé des formations avec Amara Marie Diallo. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.